Je voudrais également remercier ici ceux qui sont venus avec moi, vous les présenter avant qu'on commence l'émission, parce que l'émission va durer le temps d'une émission de Médias d'Afrique, c'est-à-dire 47 minutes, une fois 26 minutes 30, une fois 19 minutes 30. Je voudrais vous présenter mon assistante qui est dans l'assistance, qui est la seule blanche du coin, on dirait. Non, j'ai aperçu quelques blancs derrière. Généralement, nous, en France, on dit, tiens, on a vu quelques noirs. C'est nous qui disons ici, on a vu quelques blancs. Bravo! Je voudrais vous présenter Delphine Michaud, qui est dans le public. Delphine, ramène-toi, qu'il vous voit. Elle est belle, n'est-ce pas? Merci, Delphine. Il y a un responsable que je ne citerai pas qui a dit « Mais pourquoi vous prenez une dame qui a des taches de rousseur pour aller en Afrique ?» Ils ont peur qu'elle attrape un cancer de la peau chez nous. Elle n'est pas faite pour vivre chez nous, il paraît. Vous voyez qu'on n'est pas intelligent partout. Ensuite, je voudrais vous présenter quelqu'un qui vient de beaucoup plus loin encore, qui est la réalisatrice de l'émission. Ne vous fiez pas à sa petite taille, elle est très efficace. Et elle vient de très très loin puisqu'elle est d'origine vietnamienne. Hein, vous voyez, c'est l'unité, c'est les Nations Unies à Radio France Internationale. Voici Phuc Nguyen. Merci, merci. Maintenant que vous êtes à peu près chaud, à peu près simplement, je voudrais remercier également la présidence à travers M. Henri-Pascal Bolanga, qui est une star de la radio avant, qui nous la joue timide aujourd'hui, qui nous a invités gentiment ici pour venir parler du cinquantenaire de Barthélemy Boganda, mais également faire une émission en public et faire parler les Centrafricains. Je consacrerai 3 émissions d'archives d'Afrique à Barthélemy Boganda, c'est-à-dire sur 3 semaines, avec des invités spéciaux qui feront des révélations, qui parleront de cette histoire qui a marqué profondément l'Ubangi Chari, devenu la Centrafrique. Merci Henri-Pascal Bolanga. Ensuite, pour terminer, je voudrais remercier son assistante qui est dans le coin, et M. Abdoulaye, avec qui j'ai eu des prises de bec extraordinaires depuis que je suis arrivé, parce que je dois balancer, je balance toujours, c'est mon métier de balancer les gens. La préparation a été approximative à cause de lui, mais nous y sommes finalement arrivés. Voici Abdoulaye, à qui je n'en veux pas beaucoup. Nous allons démarrer l'émission donc dans quelques secondes, et je voudrais, quand je vous sollicite pendant l'émission, parce que nous tournons en condition de direct, c'est-à-dire ce que nous allons avoir ici, c'est ce que vous écouterez mercredi à 14h33 et à 22h33. Que vous participiez, qu'on vous entende, que ceux qui sont à Vladivostok, qui écoutent RFI, que ceux qui sont au Vietnam, à Bangkok, ou encore, je ne sais pas moi, à Dubaï, qu'ils puissent vous écouter, qu'ils sachent qu'on était à Bangui. Et c'est votre participation qui va nous le faire savoir. Donc je voudrais, quand je sollicite le public, avoir un tonnerre d'applaudissements, un peu moins de sifflets quand même, un petit peu moins. Donc nous allons démarrer dans un instant, et quand je vous demande le silence, s'il vous plaît, accordez-le-moi. Près de 4 mois après le Forum sur la paix et la réconciliation nationale, que reste-t-il du dialogue politique inclusif initié par le président François Bozizé, qui visait à mettre fin aux crises à répétition qui minent la Centrafrique depuis plusieurs décennies déjà? Les nouvelles attaques de quelques groupes rebelles dans le nord-ouest et dans le nord viennent-elles sonner la fin du processus qui avait réuni à Bangui l'ensemble des forces politiques et les mouvements de rébellion? Au moment où l'ensemble des Centrafricains commémorent le 50e anniversaire de la mort de Barthélemy Boganda, le père de l'indépendance de la République centrafricaine, unique personnage qui fait ici l'unanimité et qui symbolise l'unité du pays, le débat sur la survie du dialogue politique inclusif est dans tous les esprits.
Et puisque nous sommes en direct, en public, à Bangui, sur l'esplanade de l'université, dans ce magazine qui se veut la tribune et l'écho de la presse africaine sur la radio mondiale, nous avons quelques invités, quelques confrères locaux, mais également quelques personnalités politiques et de la société civile pour venir en parler. Le dialogue politique inclusif a-t-il fait long feu? Avant de vous présenter nos invités ici sur le plateau, je voudrais que le public qui a fait le déplacement cet après-midi pour assister à l'enregistrement de ce magazine se manifeste, qu'il se fasse entendre des auditeurs du monde entier. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais j'entends dans mon oreillette Paris qui me dit qu'il n'a rien entendu. Paris me dit ça va pas. Alors? Que ça va, ils sont chaleureux, ils sont très chaleureux, ils sont sous le soleil, ils sont bien installés et ils ont décidé de rester avec nous pendant toute cette émission. Sur ce premier plateau, nous avons 4 invités. D'abord, M. Cyriaque Ngonda, qui est le ministre d'État chargé de la communication, de la réconciliation nationale et du dialogue politique. Vaste programme. Bonjour, Monsieur le ministre. Hubert-Marie Djamani, journaliste, correspondant de AITV, RFO, maître Marie-Édith Douzima, qui a plusieurs casquettes, mais elle est ici au titre du membre des réseaux des organisations des droits de l'homme. Elle a participé également, si je me souviens bien, au dialogue politique inclusif. C'est bien ça? Bien. N'oubliez pas votre micro. Et puis M. Pierre Desbateaux, qui est journaliste et président de l'Observatoire des médias de Centrafrique. Bonjour, chers confrères. La première question que j'ai envie de poser, avant que nous ne passions à la suite, c'est: quand vous dites Observatoire des médias de Centrafrique, y en a-t-il tant que ça? C'est le seul, c'est l'unique. C'est l'unique? C'est l'unique média. Là, on a un souci avec le micro, non? Alors vous disiez, c'était l'unique? L'unique observatoire des médias en Centrafrique. Oui, des médias, il y en a beaucoup? Des médias, il y en a beaucoup, certainement. Médias du secteur public, médias du secteur privé. Bien. Dans la nuit du 12 au 13 février dernier, des rebelles de la Convention des Patriotes pour la Justice, le CPJP, un groupe armé actif dans le nord-ouest de la Centrafrique, mène un raid contre la localité de Bossembélé, située à 160 km de la capitale où nous sommes. Premier incident dans le processus de réconciliation nationale qui a réuni ici du 8 au 20 décembre 2008 le pouvoir, l'opposition, la société civile et les principaux mouvements. Une autre attaque dans une autre localité, plus précisément à Batangafo, menée par le Front démocratique du peuple centrafricain, le FDPC d'Abdoulaye Miskine, contre une position des forces armées centrafricaines, va définitivement relancer le débat sur la viabilité du processus de réconciliation nationale, mais également sur le respect des conclusions du dialogue politique inclusif que les différents mouvements qui ont décidé de repartir en guerre accusent le président François Bozizé de ne pas respecter. Désormais, en tout cas, dans ce pays où seuls existent les médias d'État et de nombreuses radios confessionnelles, mais une seule chaîne privée commerciale, la question dans la rue est de plus en plus celle de savoir si l'on n'assiste pas au retour des vieux démons qui ont miné, qui ont hanté la Centrafrique. Le dialogue politique inclusif est-il en train de vivre ces derniers moments alors qu'un vent de renouveau soufflait depuis quelque temps sur la Centrafrique? Nous avons rencontré quelques Banguissois ce matin pour recueillir leurs sentiments sur la question. Est-ce que c'est la fin de ce processus qui a donné beaucoup d'espoir, qui a procuré beaucoup d'espoir à beaucoup de monde ici? Non, je pense, Alain Foucault, que ce n'est nullement la fin du dialogue politique inclusif. Ce n'est nullement la fin de tout ce processus. Ce n'est nullement la fin de tout l'effort et tout le processus de réconciliation. Mais comment expliquer, monsieur le ministre, comment expliquer, monsieur le ministre, que 4 mois seulement après, on entend encore des affrontements dans le nord du pays? Mais c'est normal. Par des gens qui avaient participé à ce processus. Non, c'est normal. Si vous voyez bien, vous avez parlé du CPJP, une organisation rebelle qui certainement existe, mais que nous n'avons pas connaissance de son existence. Mais qui était pourtant à Bangui. Non, qui n'a nullement participé au dialogue. Vous parlez du FDPC, de Abdoulaye Miskine, qui n'a pas paraphé l'accord global, mais qui a participé à la dernière journée du dialogue politique inclusif et qui reste aujourd'hui sur ce qui vivent quant à un certain nombre de revendications. Mais les partenaires principaux, les organisations rebelles principales, l'APRD et l'UFDR, l'UFR et le MLCJ sont autour de la table de négociation et sont dans
tout le processus de démobilisation et de désarmement. Oui. Donc, je ne pense pas que le processus soit déjà mort. Hein. J'ai l'impression que Moi, M. Jamani, je voudrais donner mon sentiment. Je voudrais donner mon sentiment. correspondant de AITV et RFO. Je crois, Alain Foucault, que le dialogue politique ne peut pas tout régler tout de suite. Le dialogue politique n'est que le début d'un processus qui a été enclenché et qui va se poursuivre avec une série d'autres actions qui vont se mettre en place, qui se sont déjà mises en place. Mais il faut comprendre une chose. Pour la première fois depuis de très longues années, des hommes et des femmes ne se sont pas parlé. Le dialogue politique a été l'occasion pour ces personnes-là de se retrouver autour d'une table, de se parler et de se connaître aussi, parce que chacun est venu avec ses idées, chacun est venu avec ses mais on n'a pas fait les documents. Et je crois que maintenant, on va pouvoir aller au fond des choses. Maître Douzima, vous avez participé à ce dialogue politique inclusif. Qu'est-ce que vous avez comme réaction aujourd'hui lorsque vous écoutez certaines autres personnes, dont quelqu'un qui a été ici à Bangui pour ce dialogue inclusif, prendre à nouveau des armes? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose quelque part qui a péché? Oui, d'abord, je voudrais dire que le dialogue politique inclusif n'a pas été inutile. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris au cours de ce dialogue. Mais je voudrais quand même dire que toute la racine du mal n'a pas été arrachée lors de ce dialogue. Nous sommes quand même restés un peu sur notre soif. Et comme l'a dit mon voisin de droite, on ne peut pas tout régler avec le dialogue politique inclusif et que le dialogue doit rester permanent. Justement, avec ce qui se passe ces derniers temps dans l'arrière-pays, où certaines personnes qui ont même pris part au dialogue politique inclusif vont maintenant reprendre les armes, et bien les Centrafricains se sont beaucoup posé des questions. Et c'est pour cela que je dis qu'il reste beaucoup à faire et qu'il faudrait que nous poursuivions ce processus par le dialogue permanent. Monsieur Pierre Desbateaux, vous qui êtes journaliste, vous avez une opinion là-dessus. Vous pensez que c'est juste un incident de parcours, ce qui se passe dans le nord du pays, que ça n'a pas grande importance vis-à-vis de ce processus de réconciliation nationale qui est engagé? Le dialogue reste à venir, j'ai comme impression, même si on a eu déjà un dialogue national qui aurait dû se poursuivre par des actions précises. La réconciliation devait se faire au jour le jour. Ça ne s'est pas pratiqué et donc on est arrivé au dialogue politique inclusif. Qui était là? Est-ce que tout le monde était là? Pourquoi des fractions rebelles naissent à l'heure actuelle, après le dialogue politique inclusif? Est-ce que tout le monde a été invité? Est-ce que ce n'est pas ça la grande question? Est-ce que les gens ne sont pas vidés tous là? Non, tout le monde a été invité. Même des gens qui ne pensaient pas qu'ils avaient des problèmes avec leur patrie étaient invités. Ange Félix Patassé, qui eût cru que Ange Félix Patassé allait se réconcilier avec le général François Bozizé, qu'il a renversé le 15 mars ici, de manière totale. Mais est-ce qu'on n'a pas oublié un certain nombre de personnes? Est-ce qu'on n'a pas oublié certaines personnes qui, eux, se sentent aujourd'hui oubliées? Non, l'invitation, je crois que l'invitation, j'ai eu la responsabilité de diriger le comité d'organisation. Tout le monde a été invité, on n'a oublié personne. On a même invité Charles Massy, qui aujourd'hui parle, qui a eu son billet et a fait sa réservation. Donc tout le monde a été invité, jusqu'à Abdoulaye Miskin. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui ils estiment qu'ils ont été exclus? Non. Vous savez, en politique, c'est cela. Comme je l'ai dit, la réconciliation, c'est un processus. Hein. Vous ne pouvez pas par juste un bâton magique appuyer sur le bouton et tout le monde se réconcilie. Même dans une famille, même avec votre propre épouse, c'est un processus. Hein. Alors donc aujourd'hui, c'est juste un incident. Sauf qu'avec l'épouse, on ne prend pas les armes. Oui, avec l'épouse, on ne prend pas les armes. Oui, c'est un processus. Je disais tout à l'heure que les Centrafricains se sont parlé. Mais il ne faut pas arrêter de parler. Ils doivent continuer à se parler à travers les émissions. C'est important. Parce qu'on a senti lors du dialogue que c'était l'occasion où tout le monde a pu dire ce qu'il avait sur le cœur. Et Dieu seul sait. Et qu'est-ce qu'on avait sur le cœur? Qui peut résumer ça en 2 mots? Beaucoup de choses.
les Centrafricains avaient sur le cœur. Tous les Centrafricains ont pensé que la recrudescence, la récurrence des crises militaro-politiques était due premièrement au fait qu'il y avait un certain nombre de cas d'exclusion, de cas de violation des droits de l'homme et des questions de gouvernance. Et toutes ces questions sont passées au pain fin de l'analyse, de la contradiction, des débats et ont eu des recommandations. Aujourd'hui, c'est des incidents, Alain. Pour vous, c'est des incidents. Est-ce que le public estime que ce qui se passe dans le nord du pays, c'est des incidents? Est-ce que pour vous, c'est grave ou c'est pas grave? Monsieur le ministre. Le public, Alors maintenant que vous avez réagi, laissez répondre Monsieur le ministre d'État. oui, mais c'est bien que le public réagisse comme ça. Aujourd'hui, la réaction, on a eu la réaction du FDPC de Abdoulaye Miskine. Est-ce que le public peut nous dire en criant de la même manière que le FDPC ou Abdoulaye Miskine veut la paix? Merci beaucoup, Alain Foucault. J'ai pris votre place, excusez-moi. Alors, le public me donne raison, je vous remercie. Bien, le public vous donne raison sur un point. Mais le public veut la paix. Vous voulez la paix, non? Vous voulez la paix, oui ou non? Alors c'est à vous de regarder comment ramener définitivement la paix, même dans le nord du pays. Et c'est justement pour cela que nous débattons. Je vois M. Pierre Desbateaux qui voulait dire quelque chose. Pierre Desbateaux est journaliste. Il a toujours un souci avec son micro. Ah, c'est le technicien. Il y a un processus qui est mis en marche, c'est sûr. Il y a un processus qui est mis en marche, c'est sûr. Hein. J'ai assisté il n'y a pas longtemps à un atelier sur le projet Expression et Réconciliation, qui est tout un programme qui va avoir la participation de tous les intellectuels, de tous les artistes. C'est vrai que donc il y a un processus. Mais maintenant qu'il y a ces troubles dans le Nord, est-ce qu'il y a encore en vue un dialogue qui va se produire? Mais c'est là la question, c'est là la grande question. Maître, pour vous, y a-t-il encore moyen de faire un dialogue? Que faut-il faire en réalité? Non, le problème n'est pas un problème de déficit de dialogue. Le dialogue, on en a eu de tout temps dans ce pays. On a eu un grand dialogue en 2003. Personne ne pensait qu'on devait avoir encore un autre dialogue en 2008. On l'a eu. J'estime pour ma part, pour avoir participé au dialogue politique inclusif, qu'il y a un manque de sincérité, il y a de l'hypocrisie, il y a de l'égoïsme, il y a la recherche... Quand vous dites l'hypocrisie, de la part de qui? De l'égoïsme, de la part de qui? De part et d'autre. De part et d'autre? Oui. C'est justement pour cela que je disais que tout le mal n'a pas été, c'est-à-dire la racine, toute la racine n'a pas été arrachée. Et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons face à cette situation que nous tous nous déplorons ici. Le jour où les Centrafricains seront sincères, le jour où les Centrafricains auront le souci de l'intérêt général, le jour où les Centrafricains vont mettre de côté, excusez-moi le terme, mais le tribalisme, l'égocentrisme et consorts, je crois qu'on parviendra. Monsieur le ministre, là vous êtes directement interpellé. Directement, monsieur le ministre d'État. Non, je sais pas. Je pense que c'est tous les Centrafricains qui sont interpellés. Je suis passé sur les voies des hommes pour dire aux Centrafricains qu'on ne décrète pas la conscience nationale. Ce n'est pas par un texte qu'on va dire aujourd'hui que vous devez aimer votre pays. C'est un processus. Moi, je suis passé par l'université de Bangui. J'ai appris ce que c'est que aimer son pays. Je peux travailler pour mon pays. Maintenant, le tribalisme, c'est totalement ce que vous appelez des tares. Mais ces tares
existe en chacun de nous. C'est pourquoi nous devons accepter aujourd'hui, quand on pose la question, est-ce que le dialogue continue? Je dis oui. Je dis tout simplement oui, en ce sens où ce que nous sommes en train de vivre, il y a des retours, il y a le FDPC et les autres, il y a ce que j'appelle des incidents, des réactions. Monsieur le ministre, Maître Douzima faisait remarquer à l'instant qu'il y avait des responsabilités de part et d'autre. Absolument. Alors, les vôtres de responsabilité, vous qui appartenez aujourd'hui au gouvernement, c'est quoi? Le gouvernement, en acceptant d'aller au dialogue, a pris la mesure et a recensé ses responsabilités. Ensuite, la première responsabilité, c'est tendre la main. La première responsabilité, c'est accepter d'aller s'asseoir, de dire, dites-moi ce que j'ai fait de mal, prenons une recommandation, résolvons ça et appliquons ça. C'est ainsi que nos frères ont été amnistiés. Aujourd'hui, même avec la réaction de Abdoulaye Miskin, le président de la République s'est rendu à Tripoli à la fin du mois passé pour aller demander à Miskin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous vous avons... Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Mais nous, on a besoin du scoop, monsieur le ministre d'État. Vous savez... Qu'est-ce qu'il a dit? Mais vous savez, la population a crié tout à l'heure qu'il y a certaines personnes qui sont égoïstes, qui ne veulent pas la paix. Il y a certaines personnes qui ont d'autres préoccupations. Ils ont la préoccupation du tribunal pénal international, de la cour pénale internationale, du mal qu'ils ont fait à leur propre pays, de leur agenda personnel, de ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire des marchands de guerre. Monsieur le ministre, je ne peux pas être à leur place. Ça c'est le discours politique. Ici, le public a envie de savoir ce que Miskin a dit au président François Bozizé. Abdoulaye Miskin clairement a posé 3 revendications qui sont des revendications qui n'existent pas. Il dit qu'il y a des hommes du FDPC qui sont en prison. Il n'existe aucun individu, les responsables des droits de l'homme sont là, il n'existe aucun individu, et ça a été vérifié. Douzima, il n'y a pas de membres de ce mouvement en prison? Il n'y a pas de membres de ce réseau en prison. Bon, ben c'est dit. Il y en a pas. C'est-à-dire réellement... Mais il y a de bonnes guerres. Il y a de bonnes guerres. C'est ce que je voulais dire. Il y a de bonnes guerres. C'est-à-dire, Maître Douzima a éclairé notre lanterne. Ça veut dire quoi, de bonnes guerres? On ne se comprend pas souvent, quoi. Mais on maintient le cap. Bon, Maître fait de la langue de bois. Non, allez. Maître fait de la langue de bois. Il n'existe pas. Et la deuxième revendication, non, il y a eu même mis sur des biens de personnes. Mais vous savez, quand il y a eu une loi d'amnistie, je suis à l'université de Bangui, juriste de formation, quand il y a une loi d'amnistie, vous êtes absous des crimes. Et systématiquement, vos biens, si les biens ont été confisqués, sont rétrocédés, tous les biens ont été rétrocédés, y compris les biens du président Patassé. Est-ce qu'il parle sous le contrôle du maître qui est ici, Maître Douzima? Non, je crois que... Non, mais bon, elle est juriste. Monsieur le ministre, je suis juriste comme vous. Alors, pour le public qui le réclame, je veux dire que notre tâche n'est pas toujours aisée. On ne se comprend pas toujours, mais on arrive des fois à se comprendre. La preuve, on est autour de la même table. Mais je le répète, notre mission n'est pas toujours aisée. Donc, a-t-on rétrocédé les biens qui ont été confisqués? Tous les biens? Je n'en sais rien. Bon. Je n'en sais rien, mais je voudrais, en tant qu'activiste des droits de l'homme, de demander à ce qu'on ne fasse pas un mélange entre la recherche de la paix et la justice, parce qu'il ne peut y avoir de paix véritable sans justice. Bien. Alors, monsieur Desbateaux, Pierre Desbateaux, vous qui êtes journaliste, est-ce que vous arrivez à couvrir ça aisément ici? Est-ce qu'on arrive à parler de tout ça sans souci, ici, dans ce pays, dans la presse? C'est-à-dire qu'on en parle. On en parle dans les médias privés, notamment. Public, pas?
Pas sur le public. C'est différent quand même, il y a une nuance. Pourtant, la télévision centrafricaine est là. Est-ce que vous en parlez à la télévision centrafricaine? Oh là là. Mais disons que c'est dans leur mission. Disons que c'est dans leur mission. C'est dans leur mission. Le ministre dit qu'on ne va pas parler de... Non, M. Foucault, la télévision ne va pas parler des négociations entre deux chefs d'État. La télévision exprime bien que le président de la République essaie de déplacer... Non, je ne parle pas que de ça, je parle de ce qui se passe également dans le Nord. Oui, mais on en parle. Hein. Est-ce que la télévision en parle? Visiblement, vous avez été le seul à regarder à cette heure-là la télévision, monsieur le ministre d'État. La télévision couvre les missions officielles. Et à cette occasion, elle peut en parler. Mais mener une enquête par elle-même, ce n'est pas possible. C'est comme les médias du secteur privé. Parce que personne n'a les moyens de faire le déplacement par soi-même. Mais sinon, est-ce qu'on fait parler la population de ce qui se passe ici? Est-ce que tous ces coups qui sont venus un peu, on va dire, ternir l'image de ces dialogues politiques inclusifs, est-ce qu'on en a parlé sur les médias ici? Est-ce qu'on a mis en cause tel ou tel pour avoir porté une griffe à ce processus dans les médias? On va poser la question à M. Hubert-Marie Djamani qui est de AITV RFO. Bon, il faut dire qu'on a mis en cause certains mouvements d'avoir créé une situation d'insécurité. Ça a été dit, mais disons que le reportage en tant que tel, il faut avoir les moyens de se déplacer, d'aller sur le terrain, ce qui n'est pas toujours évident. Monsieur le ministre, c'est vous qui êtes interpellé encore une fois, monsieur le ministre de la Communication. Monsieur le ministre d'État chargé de la communication, entre autres. Pourquoi les médias ne peuvent même pas bénéficier d'une subvention pour travailler tout à fait proprement? Non, les subventions ont été votées par la loi des finances. Je pense que on est en train de mettre les structures en place. Je parle sous le contrôle du président de l'Observatoire des médias centrafricains. Ils ont des subventions. Mais revenons à la chose la plus importante, parler des événements qui se sont passés. Je ne sais pas si un centrafricain écoute la radio nationale depuis que les événements de Boussambélé et de Batangafo ont éclaté. Immédiatement, il y a eu des communiqués de presse systématiques du ministre de la Défense, ministre délégué à la Défense, pour expliquer ce qui se passe, le nombre de morts, accusés... Monsieur le ministre, je suis obligé de vous interrompre parce que nous arrivons au terme de la première partie de ce magazine. Vous restez avec nous pour la seconde partie, parce que vous êtes directement interpellé dans Médias d'Afrique, monsieur le ministre d'État chargé de la communication. Et nous nous retrouvons juste après le journal sur Radio France Internationale, dans une dizaine de minutes, pour la suite de Médias d'Afrique. Dans cette seconde partie, nous parlerons à nouveau du dialogue politique inclusif ici en Centrafrique. Mais avant de partir, nous souhaiterions vous entendre, public de Bangui qui est encore là nombreux. Nous allons partir pour la deuxième partie qui durera 19 minutes 30. 19 minutes 30 dans lesquelles on va évoquer encore le dialogue politique inclusif avec vos réactions. Et je pense que le meilleur dialogue, c'est de les avoir, les personnalités qui ont conçu ce processus, qui est important ici pour qu'ils vous répondent comme l'a fait monsieur le ministre d'État chargé de la communication, de la réconciliation nationale et du dialogue politique. Je pense que la plupart d'entre vous n'avaient pas eu la chance de l'écouter parler directement. Il est là en personne, en chair et en os, il a même transpiré. C'est pour dire. Il a eu chaud, hein? Mais en attendant, ce que je regrette, c'est que ceux qui utilisent les armes ne viennent pas se battre ici devant vous. Hein? Parce que ceux qui utilisent des armes devraient venir s'asseoir sur ce plateau pour parler. Mais ils ne peuvent pas. Quoi qu'il en soit, la solution des armes n'a jamais été la meilleure. Et celui pour qui nous sommes ici, Barthélemy Boganda, était un partisan de la non-violence. 50 ans après, on se souvient encore de lui, et dans 100 ans, on se souviendra de lui comme le père de la Centrafrique moderne. Il n'avait pas d'armes, il n'avait pas de milice, et il ne tuait personne. Et je voudrais qu'on ait une pensée pieuse
pour ce personnage qui nous permet de nous réunir ici, 50 ans après. Sous vos applaudissements, de là où il est, je crois qu'il nous entend, je voudrais vous entendre applaudir Barthélemy Boganda. Bien. C'est pour la danse, le sifflet. Comment on appelle la danse locale qui marche le mieux? Qui peut nous exécuter 2 secondes un pas? Qui peut là? Oh, ils sont tous dégonflés, on dirait. Qui c'est qui peut nous exécuter? Viens nous exécuter un pas. Mets-toi ici, la télévision va te prendre. Un pas juste ici. C'est dommage qu'il n'y ait pas la musique, mais tu peux sans la musique, non? Bon, vous allez chanter, il va exécuter le pas. Allez, vas-y, vas-y. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Comment vous vous appelez? Je suis étudiant en génie civil et Stéphane Kodibele. Stéphane qui danse alors qu'il est étudiant en génie civil. Ça promet une Centrafrique heureuse. Voilà la musique. Juste un dernier pas et vous partez, on va faire l'émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant que tout le monde est chaud, on revient aux choses sérieuses. Pas que ce soit pas sérieux la danse. Mais bon, on est réunis pour autre chose. Bangui alors! Bangui alors! On croyait l'épisode des affrontements armés définitivement terminé après le dialogue politique inclusif qui a réuni pendant 13 jours à Bangui l'ensemble des responsables politiques, tant ceux sur place qu'en exil, les rébellions armées et la société civile pour mettre fin aux crises répétées qui ont miné la République centrafricaine depuis plus d'une quinzaine d'années. Tout le monde était d'accord pour ramener la paix dans le pays. Pourtant, les photos de famille, tout sourire, en présence de plusieurs chefs d'État de la sous-région Afrique centrale, semblent désormais du passé au regard des attaques, des raids, des incidents armés qui ont repris dans le nord du pays depuis quelques semaines. Moins de 4 mois après ce dialogue national qui a séduit l'ensemble des Centrafricains, les armes se font à nouveau entendre. Et la presse se fait de plus en plus l'écho de ces violences qui mettent encore une fois les populations sur les routes. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la deuxième partie de ce magazine qui est aujourd'hui en direct, en public à Bangui, où l'on commémore depuis hier le 50e anniversaire de l'assassinat de l'abbé Barthélemy Boganda, le père, le fondateur de la République centrafricaine, avec un public particulièrement chaleureux et uni pour cet événement national. Écoutez-moi ça! Comment Paris? Oui, Kabé, vous n'avez pas entendu? Vous croyez qu'il n'y a personne ici? Vous croyez ça? Bangui alors? Oui! Bangui alors? Oui! Alors Kabé, on dit quoi? On dit quoi? On dit c'est bon. Il dit c'est bon! Eh bien très bien, ici réunis autour de cette table, on a des personnalités très très importantes. Nous étions déjà avec le ministre d'État chargé de la communication, de la réconciliation nationale et du dialogue politique. Vaste programme dans ce pays, très vaste programme dans ce pays qui se retrouve lentement. Juste à côté de lui maintenant, qui nous a rejoint sur ce plateau, M. Henri Maïdou, qui est le président du comité de suivi des recommandations du dialogue et qui est en même temps conseiller spécial du président de la République. Et puis, quelqu'un d'autre nous a rejoint. Pourquoi vous huez tout de suite? Pourquoi vous êtes méchant? Je voudrais des applaudissements pour monsieur le conseiller, s'il vous plaît. Ce n'est pas assez fort, il en demande davantage. Et puis juste à côté, j'ai monsieur Pascal Koyamene, qui est le secrétaire général du Rassemblement démocratique centrafricain, le RDC. A-t-il droit aux applaudissements également?
sur le plateau une femme pour adoucir un peu dans ce climat de mec, parce qu'il y en a beaucoup sur le plateau. Maître et Marie-Édith Douzima, qui a plusieurs casquettes, mais elle est ici au titre de membre du réseau des organisations des droits de l'homme, qui demande des applaudissements. Des applaudissements. Bien. Nous allons commencer. Tout à l'heure, nous avons terminé par le ministre. Tout à l'heure, quand nous avons terminé l'émission, Monsieur le ministre parlait des responsabilités des uns et des autres dans ce processus qui prend un coup dans l'aile. Je voudrais commencer en posant directement la question au conseiller du président, mais qui est en même temps le président du comité du suivi des recommandations du dialogue, Monsieur Henri Maïdou. Qu'est-ce qui n'a pas été fait pour que dans le Nord, aujourd'hui, on parle encore d'affrontements armés? Il faut croire qu'il y a des impatients dans ce pays. Le dialogue politique inclusif vient de se terminer. Des recommandations, il y en a beaucoup, qui exigent beaucoup de moyens, ont été prises. Et par conséquent, il faut réunir ces moyens-là, les mettre en place et commencer à appliquer les recommandations. On ne peut pas, il n'y a pas de génération spontanée. Il n'y a pas de génération spontanée. Mais dans la lettre que j'ai lue Oui. de cette opposition armée, de cette rébellion armée, les responsables disaient que le président n'avait pas véritablement effectué l'ouverture que l'on attendait de lui. C'est-à-dire que le gouvernement n'était pas assez d'union nationale comme promis lors de ce dialogue inclusif. Bon, il n'y a pas de responsabilité qu'au gouvernement. Il Si peut vous y pouvez avoir, rapprocher le micro. oui, Oui. il peut y avoir des responsabilités partout dans l'échelle de l'État, des fonctions de l'État. Il y a des rebelles dans le comité que je préside. Ils sont directement... Mais c'est le gouvernement qui agit directement. C'est nos gouvernements. On veut des postes de Alors, ministres. si vous me demandez la définition du comité de suivi, je vous le donnerai. Oui. Le comité de suivi est un instrument pour veiller à l'application des recommandations du dialogue national. Est-ce que pour l'instant c'est respecté, ces Ah recommandations? non, mais ces recommandations allaient ouvrir hier sa session, sa première session. Et ce comité comprend aussi, en plus de ce qu'on appelait les militaro-politiques, il y a les organismes internationaux, il y en a 7 membres sur 25 qui participent aux travaux du comité de suivi des recommandations du dialogue national. Donc, ce comité est ouvert. Ce comité est ouvert. Monsieur et le nous allons ministre, bientôt commencer. monsieur le ministre, la question revient de façon permanente. Monsieur le ministre d'État chargé de la communication, du dialogue politique, de la réconciliation nationale, est-ce que le président François Bozizé a suffisamment effectué l'ouverture que l'on attendait de lui? Le président François Bozizé a strictement respecté la lettre de la recommandation numéro 1 de la commission numéro 1 politique et gouvernance qui demandait à ce qu'il y ait un gouvernement ouvert à toutes les entités parties prenantes au processus du dialogue. Et donc, dès lors, le gouvernement qui a été mis en place en janvier, à la fin janvier, regroupe aujourd'hui toutes les entités, la société civile, l'opposition démocratique, les militaro-politiques de poste, la majorité présidentielle et les pouvoirs publics. Il a respecté. Maintenant, la deuxième recommandation la plus importante, c'est mettre en œuvre le mécanisme de désarmement des combattants. Il y a un comité de pilotage. Aujourd'hui, les barrières sont démantelées. Dans les autres pays, vous ne trouvez pas ça. On parle de... Vous pensez à quel pays? Non, je ne veux pas parler d'autres pays. Moi, je connais plusieurs pays avec lesquels on échange les expériences. Jusqu'aujourd'hui, à Bouaké, à Korogo, on n'a pas encore démantelé les barrières. Vous l'avez lâché. Alors aujourd'hui, le désarmement se fait. Les barrières sont démantelées. C'est la deuxième recommandation. Donc le président a ouvert le gouvernement. Aujourd'hui, on travaille. Le gouvernement est à pied d'œuvre. Le comité de suivi regorge toutes les entités. Oui, et je me rends compte que ceux qui sont autour de cette table appartiennent pour la plupart à ce comité de suivi et que c'est assez ouvert. J'ai ici sur ma gauche Pascal Koyamene, qui est le secrétaire général du Rassemblement démocratique centrafricain, donc qui n'est pas véritablement de la mouvance au pouvoir.
vous êtes dans l'opposition carrément. Alors, est-ce que l'opposition estime, il est de l'opposition démocratique, le rappelle le ministre d'État. Alors, est-ce que le membre de l'opposition estime que l'ouverture était suffisante, que tout a été fait jusqu'à maintenant? Merci, monsieur Alain Foucault. Je pense que ce qui est à la base ici, c'est une crise de confiance entre les Centrafricains et leurs gouvernants. Je m'explique parce qu'on a beaucoup discuté, on a beaucoup épilogué sur cette affaire d'ouverture du gouvernement et je ne souhaiterais pas revenir là-dessus. Ce gouvernement, à mon humble avis, n'a pas donné le signal fort qu'il fallait donner au peuple centrafricain pour les rassurer. Et c'est ça le fond du problème. C'est pour ça qu'il y a des contestations. Mais quel était le dialogue fort, le message fort qu'il fallait faire passer, à part réunir tous ces gens pour discuter? Et vous savez que ce gouvernement, l'opposition démocratique que je présente, ne fait pas partie. Ce qui veut dire que le signal n'est pas allé en direction de ceux qui ont génie. Voilà l'opposition, monsieur le ministre d'État, vous nous disiez que c'était tout possible. Je suis à l'université de Bangui, comme je l'ai toujours dit, au lieu du savoir et au lieu de l'archivage de tout ce que la nation fait. Monsieur André Nalke, ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH, 4e vice-président du MLPC, n'est-il pas de l'opposition? Vous voulez répondre à ça? Oui. Monsieur Pascal Koyamene? Je redis encore que ce temps polémiqué. Je crois savoir que monsieur Nalke est bien 4e vice-président du MLPC, mais il n'a pas été choisi et proposé par l'UFN qui représente l'opposition. Cela veut dire que vous avez fait... Vous avez fait du débauchage? Non. Le président ne fait pas du débauchage. Il n'y aura pas de débauchage. Et ce qui est sûr, Alain Foucault, le pire, c'est que tout le processus, ce monsieur représentant l'UFN, était directement mon adjoint, donc le coordonnateur adjoint qui a fait tout le travail. Donc il n'y a pas meilleure personne que ce monsieur pour faire partie du gouvernement. Et d'ailleurs, c'est l'UFN qui l'a proposé pour être coordonnateur adjoint. Le travail était fini. L'UFN a voulu trouver une autre recommandation. Je crois que toute la communauté internationale l'a ramené sur la droite ligne. Et je suis fier que M. Koyamene aujourd'hui est vice-président, premier vice-président du comité de suivi de l'application des recommandations du dialogue politique. Mais il a l'air d'en rire. À ce titre. Il a l'air d'en rire. Il a pris cette fonction. Qu'est-ce qui vous fait rire? Travail jusque-là. Qu'est-ce qui vous fait rire, M. Koyamene? Oui, mais simplement, je voulais dire à M. le ministre que c'est vrai ce qu'il dit, mais la démarche est pour me désigner à respecter ce que nous avons sollicité. Or, par contre, pour désigner le ministre, ça n'a pas été fait. C'est ça que nous dénonçons. Je vois Maître Douzima faire une grimace. Vous aviez envie de dire quelque chose? Oui, monsieur Alain Foucault. Je crois qu'il faudrait qu'on soit sincère. Il y a des recommandations qui devaient être appliquées immédiatement et il y a des recommandations qui doivent être appliquées progressivement. Parmi les recommandations qui sont applicables immédiatement, il y a la mise en place du gouvernement et à la mise en place du comité de suivi. Et comme l'a dit, sans pour autant être du côté de l'opposition, mais de ce que j'ai constaté, pour la mise en place du comité de suivi dont je fais partie au nom de la société civile, il n'y a eu aucun problème. Personne ne s'est plaint. Par contre, en ce qui concerne la mise en place du gouvernement, je n'étais pas là, mais à ce que je sache, ce ne sont pas les entités dont on a parlé qui ont désigné un certain nombre de ministres. Je crois qu'il y a au moins 3 entités qui ne les ont pas désignés, mais ces personnes ont été cooptées. Et c'est ça qui a frustré ces entités. Alors, deuxièmement, dans ces recommandations aussi d'application immédiate, il a été demandé le non-cumul de fonctions. Malheureusement, dans le gouvernement, la population a constaté qu'il y a encore cette histoire de cumul de fonctions. Donc, c'est pour ça... Monsieur le conseiller, Maïdou veut réagir à cela. Non, je veux rassurer les uns et les autres. J'ai dit qu'il n'y a pas de génération spontanée. C'est-à-dire que toute chose naît et grandit. N'est-ce pas? Donc, si les recommandations ont été prises par le dialogue, mais il faut donner le temps au temps pour que les recommandations prennent forme et s'enracinent. Monsieur le ministre d'État,
ça? Oui, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Je pense que le dialogue politique, Alain Foucault, le dialogue politique inclusif en Centrafrique a été quelque chose à la limite d'exceptionnel du point de vue de son inclusivité. On a vu des anciens chefs d'État revenir, tout le monde est revenu s'asseoir. Il faut quand même reconnaître que les Centrafricains ont fait un pas. Maintenant, il reste la deuxième phase, c'est-à-dire l'application. Et est-ce que c'est nous ici qui allons l'appliquer? Non. Ceux qui ont participé au dialogue ont été un peu intelligents. Ils ont dit, mettons en place un comité de suivi qui va publier. Ça, c'est-à-dire celui le comité que préside M. Maïtou. On ne peut pas sortir comme ça et dire que ça n'a pas été appliqué. Et madame et monsieur font partie de ce comité de suivi. Ils sont ce que les Américains appellent vested interest, c'est-à-dire ils ont le pouvoir. Nous sommes dans la zone francophone. La zone francophone, excusez-moi. Ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir de signer sur les publications que tel n'a pas été appliqué, tel n'a pas... Pour l'instant, c'est appliqué, M. Maïtou. Pour l'instant, c'est appliqué. Les recommandations qui sont sur la table appliquées. Pour l'instant, c'est appliqué. Vous savez, il y a des milliers et des milliers de recommandations. Donc, les recommandations seront appliquées et nous aurons l'occasion, puisque nous sommes... Quels sont les délais, monsieur? Nous allons très bientôt, nous allons très bientôt commencer à vérifier si les recommandations ont été appliquées. Nous n'avons pas encore commencé cette... Vous n'avez pas encore siégé pour voir si les recommandations sont appliquées. La session va s'ouvrir dès demain. Dès demain, la session sera ouverte. Vous ne pouvez pas juger sans que la commission ait siégé. Cela me paraît tout à fait normal. Donc pour l'instant, il faut laisser la commission siéger. Alors, puisque nous sommes dans le dialogue inclusif, puisque nous sommes dans le dialogue et que tout le monde a droit à la parole, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, ceci a le mérite d'exister, de permettre aux Centrafricains de se parler. On va prendre quelqu'un dans le public qui est venu ici nombreux, qui va poser une seule question, mais de façon rapide, parce que le temps avance très rapidement. Si la charmante Delphine veut se rapprocher du monsieur en lunettes, qui a une très belle cravate, il va me la prêter juste après. Alors, monsieur, nous vous écoutons. Merci beaucoup, Alain Foucault. Ma préoccupation est la suivante. Vous allez vous éloigner un tout petit peu du micro, s'il vous plaît. Voilà. Ma préoccupation est la suivante. À l'issue du dialogue politique inclusif et la reprise des hostilités, je voudrais savoir, n'y a-t-il pas ingérence extérieure dans la reprise des armes? Tel est le cas. La RCA est accédée à la souveraineté internationale sur la base de certaines dispositions juridiques internationales. Alors, je voudrais savoir si le ministre peut nous dire, est-ce que réellement nos autorités ont eu à défendre les dispositions sur la base desquelles la RCA est accédée à la souveraineté, c'est-à-dire le pur respect du principe de la souveraineté d'un État face à ce qui se passe et que nous voyons. Je vous remercie. Alors, monsieur le ministre, là vous êtes directement interpellé, monsieur le ministre d'État chargé de la communication. Selon ce monsieur, il y aurait des forces de puissances étrangères dans le Nord. Ce serait elles qui relanceraient le conflit, qui reprovoqueraient ce conflit-là dans le Nord? C'est bien le sens de votre question? C'est ça? Très bien. Bon, en ma qualité de ministre d'État en charge du suivi du dialogue, je n'ai aucune indication, en tant que représentant d'État, de pouvoir faire l'assertion selon laquelle une force étrangère serait derrière la reprise de ces hostilités incidentelles, comme je l'ai dit, parce que depuis quelque temps, ces réactions, ces attaques ont été maîtrisées. Et aujourd'hui, on va dans le sens du désarmement de tous les ex-combattants. Et s'il reste quelqu'un, ou des poches, quelqu'un qui est irrédentiste à la paix, mais ça s'est passé au Congo. Vous tous, vous êtes universitaires, on a vu Laurent Kunda. Il y a des gens qui, définitivement, n'aiment pas la paix. Mais toujours, il y a Cela veut dire que vous avez déjà... Il y a une seule chose, Boganda nous l'a dit, et je le répète aujourd'hui, même si vous choisissez la violence, vous arriverez toujours, la fin de la violence, c'est autour de la table de négociation. La guerre de 1918, la guerre de 1945, toute la guerre de Malouine, la guerre du RDC, mais tout ce que vous faites,
Donc la violence n'est pas la solution. La République centrafricaine ne peut pas accuser les autres. Commençons à faire la paix entre nous d'abord, soyons sérieux. Est-ce que vous êtes prêts pour la paix tous ici? Voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour la paix? Ça veut dire que vous êtes tous d'accord en somme. Mais qu'est-ce qui pêche? Qu'est-ce qui pêche, monsieur Henri Maïdou, aujourd'hui? Vous pensez qu'on va vite en besogne, qu'il faut attendre encore un peu pour voir la paix arriver? Non, il ne s'agit pas, monsieur Alain Foucault, il ne s'agit pas d'attendre encore un peu. Il s'agit simplement d'être réaliste. Il faut être réaliste. Le comité de suivi, s'il y a un comité de suivi, c'est bien parce que les gens ont voulu que ce qu'ils ont dit ensemble il y a quelques mois s'applique. Et nous aurons l'occasion de publier les résultats de nos observations, de nos contrôles auprès de chaque ministère ou auprès de chaque acteur des recommandations du dialogue national. Donc, je ne demande pas, je ne peux pas juger, je ne peux pas apprécier. Moi, je dis, il faut simplement attendre et voir. Et si le comité de suivi ne publie pas ces résultats, en ce moment-là, les gens peuvent contester. Est-ce que la main reste tendue à ceux qui ont repris les armes? Est-ce qu'aujourd'hui, s'ils se présentaient à Bangui en disant on veut discuter, vous seriez ouvert à la discussion, à la négociation? C'est nous qui d'ailleurs sommes en train d'aller vers eux. Ils ne tendent même pas la main. C'est pour vous dire que leur main tendue serait la bienvenue. Et nous allons vers eux d'ailleurs déjà, auprès d'Abdoulaye Miskine. C'est l'objet du voyage du président Libye, à Nélé où je me rends, ou par le biais des personnes interposées pour discuter avec les Charles Massy et autres. Donc nous allons vers eux et nous gardons toujours la main tendue. La priorité, c'est que chaque Centrafricain considère qu'il a la responsabilité de consolider la paix. La paix ne s'arrache pas comme une mangue. Bien, ça ne s'arrache pas comme une mangue. L'opposition partage cet avis et continuera de participer à ce dialogue. Nous allons continuer. L'opposition démocratique. L'opposition démocratique est partie pour ce dialogue. Nous allons continuer. Mais simplement, je voulais rappeler à l'État centrafricain ses engagements. Je m'explique. Lorsqu'on demande aux gens de se cantonner et machin, il faut satisfaire leurs besoins les plus primordiaux, à savoir leur donner à manger. Je crois que l'un des nœuds du problème, c'est cela. Il faut qu'on s'occupe de ces gens-là correctement pour qu'ils restent cantonnés et qu'ils déposent les armes. Il faut que l'État centrafricain respecte ses engagements. C'est l'une des revendications d'un des mouvements actuellement qui a repris les armes, c'est qu'ils voulaient que l'on leur donne à manger finalement les rations qui étaient promises. Non, c'est-à-dire, non, c'est plus compliqué que ce que vous pensez. En gros, c'est ça. Une démobilisation, mais vous allez cantonner des gens. Il faut que vous connaissiez les gens. Les gens ne sont pas cantonnés. Vous voyez qu'ils attaquent les FACA, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore cantonnés. Le jour où on cantonnera, c'est un programme contrôlé par le système de la. Mais vous savez très bien que ce sera difficile de les cantonner comme ça avant de leur donner à manger. Non, 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 il faut d'abord les cantonner pour leur donner à manger, parce que vous n'allez pas courir dans tous les sens pour amener de quoi manger. Ils doivent être cantonnés d'abord et le processus suit son cours actuellement. En tout cas, nous souhaitons que ce processus suive son cours. Nous arrivons au terme de cette émission ici à l'université de Bangui et pendant tout ce séjour, j'ai rencontré une personnalité importante de l'histoire de Centrafrique, le professeur Abel Ngumba qui est juste à côté, qui me rappelle que les Centrafricains ne connaissaient pas toujours l'essentiel de ce qu'a fait le président Boganda pour ce pays. Il vous a légué un hymne national. Un hymne national où j'aimerais savoir si vous savez au moins le chanter. Est-ce que vous le connaissez? Et bien on va commencer le premier couplet, on voudrait vous entendre et très fort s'il vous plaît.
Samuel Ngoumba, je crois que vous avez la satisfaction que vous attendiez, que ce 50e anniversaire vous a montré que Boganda n'était pas oublié et que l'hymne national et certaines choses qu'il a léguées à la Centrafrique restent encore vivants. Mais je vous remercie beaucoup. Je souhaite, comme je l'ai dit hier, que cela ne reste pas seulement sur le plan universitaire. Maintenant que l'université, grâce au dynamisme du directeur Bobossi, maintenant que cette université est ouverte sur l'extérieur, je pense que dans les conférences que vous animerez, vous serez à côté de Nkrumah, des panafricanistes comme les Dubois, les Patmore, les Senghor, les Sékou Touré, etc. Barthélemy Boganda, sachant que Boganda a obtenu l'indépendance de ce pays sans effusion de sang. Ce sera le mot de la fin, en espérant que ce sera sans effusion de sang, que la paix reviendra dans ce pays. Merci de nous avoir suivis. Merci à ce public qui est venu très nombreux ici sur la place de l'université. Média d'Afrique, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même fréquence sur le Radio France Internationale. Et puis vendredi, nous vous promettons une grande émission d'archives d'Afrique sur l'abbé Barthélemy Boganda. Au moment où nous allons vous quitter, nous demandons au public des ovations pour tous ceux qui nous ont écoutés, pour tous ceux qui se sont déplacés et pour tous ces invités qui sont ici présents, s'il vous plaît. Alain Foucault.